Voilà. Les élections générales arrivent à grands pas. 2023, ce n'est plus pour loin, c'est pour bientôt déjà. Jusqu'ici, les choses bloquées principalement au niveau de la désignation des animateurs de la CENI. Mais le chef de l'État a pris une décision courageuse, celle d'investir ces animateurs justement entérinés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le pays est résolument tourné vers des élections libres ou doit-on s'attendre à un certain chaos? On en saura un peu plus dans cette émission spéciale avec Cédric Ayaka, justement, qui est communicateur du Front patriotique FP23. Bienvenue à vous et bonjour. Merci, monsieur Gaëtan. Merci de l'invitation. Et j'en profite également pour saluer tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, en commençant par le premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le président national du regroupement politique Front Patriotique 2023, l'honorable Steve Mbikai, et plus particulièrement les Congolais qui me suivent en ce moment au niveau de la province de la Mongala, précisément à Lissala. C'est votre province, la Mongala? Oui, oui. Alors donc vous êtes jeune, je ne peux pas le redire parce que ça se constate comme ça. Vous êtes non seulement communicateur du FP23, qui est justement cette plateforme qui porte à bras-le-corps Félix Tshisekedi pour son investiture en tant que président en 2023. Également, vous êtes communicateur du Parti travailliste, parti de Steve Mbikai que vous avez cité tout à l'heure. Avec vous, on va essayer un peu d'analyser et de commenter les derniers sujets de l'actualité politique ici en RDC. D'abord, le chef de l'État a investi il y a quelques jours seulement Denis Kadima ainsi que toute son équipe. Ils occupent aujourd'hui officiellement les fonctions des responsables ou des animateurs de la CENI. Malgré tout quoi, malgré les menaces de la Mouka, malgré les menaces de Moïse Katumbi qui est un partenaire de l'Union sacrée de la nation, est-ce que vous pensez que le chef de l'État avait le choix? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais que, en tout cas, dans cette émission, je vais plus me baser sur les textes. Commençons d'abord par la genèse du problème et jusque là où nous en sommes. Moi, je dirais que, d'abord, sur le pied de l'article 16, alinéa 2 de la Charte des confessions religieuses, il est dit que les plénières sont convoquées par le président, le vice-président et par la majorité des membres, donc la majorité des confessions religieuses. Et c'est ce qui a été fait. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Sur la forme, il n'y a aucun problème. Il y a eu le choix de Denis Kadima qui a été porté par 6 confessions religieuses sur les 8. Alors aujourd'hui, ça ne poserait aucun problème. Ça posait problème, c'est le même scénario auquel nous avons assisté il y a une année pratiquement en 2020 lorsque quelques confessions religieuses avaient porté la candidature de Ronsard Malonda. C'est le chef de l'État qui avait demandé aux autres de rebousser chemin, de trouver un consensus. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de consensus. Dans le discours du chef de l'État, il parle de compromis à défaut d'avoir trouvé un consensus. D'abord, je vous dirais que consensus ne veut pas dire unanimité. Ça, c'est d'abord la première spécificité que les gens... À l'époque de Malonda, alors on avait un consensus aussi. La première spécificité que nous devons nous entendre. L'époque Malonda, avec la désignation de Ronsard Malonda, n'est pas l'équivalence avec la désignation de Denis Kadima. Ce sont deux cas totalement différents. Parce que, à l'époque de Malonda, il n'y a pas eu autant de gymnastique que nous avons constaté actuellement. Actuellement, je vous informe que, d'ailleurs, vous êtes mieux informé que moi, étant que journaliste, que le bureau de l'Assemblée nationale, qui a donné cette prérogative aux confessions religieuses de bien pouvoir désigner le président de la CENI ainsi qu'un membre au niveau de la plénière, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a par 5 reprises donné l'occasion aux confessions religieuses pour qu'ils puissent au moins s'accorder. Mais ça ne marche pas. Le bureau de l'Assemblée nationale, au finish, a été obligé de saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour
disent le droit, si le bureau pouvait bien entériner les PV tels qu'ils présentés ou pas. Et une information encore de plus, je vous dirais que la charte des confessions religieuses est muette quant à la saisine de l'Assemblée nationale. Surtout que l'Assemblée nationale ne fait pas partie des tiers, comme c'est dit dans l'article 18 des confessions religieuses. Je cite, le président de la plateforme représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Alors les tiers, ici, l'Assemblée nationale n'est pas concernée parce que c'est elle qui donne prérogative à la plateforme des confessions religieuses. Alors, vous avez dit, l'Assemblée nationale a donné plusieurs fois l'occasion aux confessions religieuses à 5 reprises d'ailleurs d'accord sur un consensus. Mais est-ce que c'était vraiment de bonne foi qu'on remettait toujours la balle aux confessions religieuses pour qu'ils tombent d'accord, ou peut-être on était suffisamment sûr que ce sera toujours Denis Kadima qui allait être retenu? Bon, là, je pense que nous sommes un peu dans les stratosphères, parce que l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale, comme à l'époque de Mabunda, il n'y a pas eu tout ça. À l'époque Mabunda, on a donné la tâche aux confessions religieuses. Par la suite, nous savons comment est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale à l'époque de la présidente Mabunda a été saisi. Et par la suite, comment il n'y a pas eu une plénière bien constituée, convoquée pour statuer sur cette question, mais directement, la question a été portée à la sanction du président de la République, dont lui également, au retour, n'a pas voulu entériner les candidats tels que présentés et leur a demandé de se remettre encore en question, remettre encore les sujets sur la table pour trouver un compromis. Et voilà aujourd'hui Denis Kadima est choisi dans les conditions plus ou moins normales. Pas plus ou moins, mais les conditions normales telles que requis et telles que même prévues dans la charte. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui, qui hier avait un peu encensé les deux confessions religieuses majeures, on parle là de l'ECC ainsi que de la SENCO, aujourd'hui il n'est pas en train de minimiser leur poids à la fois politique et social? Bon, je vous dirais d'abord que les deux confessions religieuses dont vous faites allusion, l'Église catholique, la SENCO et l'ECC, en tout cas sur le plan politique, ils ne sont pas, sur le plan politique, en tout cas, d'abord, ce ne sont pas des partis politiques, ils font partie de la société civile. Mais ils ont quand même un poids, à la fois politique et social, quand on voit le rôle joué par l'Église catholique à maintes reprises, notamment dans les concertations, dans des conférences, dans des conventions, etc. On remarque que l'Église catholique a un mot à dire, justement. L'Église catholique a un mot à dire, messieurs, seulement si elle est consultée. Dans le cas présent, l'Assemblée nationale a donné l'une de ses prérogatives à ses confessions religieuses, avec à sa tête l'Église catholique, et l'Église catholique n'a pas été d'accord avec les candidats qui est là, mais au nom de la démocratie, cette démocratie que les religieux veulent que ça soit opérationnel au niveau des politiques, je pense qu'ils devraient également nous donner ces bons exemples de notions démocratiques. C'est quoi le bon exemple? Il y a 6 confessions religieuses. Lorsque l'Église catholique décrit, par exemple, les chantages, les tentatives de corruption, notamment certaines confessions religieuses qui étaient logées dans des hôtels, bien nourris par les politiques. C'est quoi justement ce que vous êtes en train d'évoquer quand vous parlez de bonne foi? Ouais. Sur pied, je vous dirais, cher Gaëtan, que sur pied de l'article 12 de la loi sur la CENI, il y a eu constitution d'une commission paritaire. Alors, cette commission paritaire a travaillé pendant autant de semaines et pendant sa durée de travail, la commission paritaire a dû inviter la SENCO par l'entremise du bureau de l'Assemblée nationale pour que la SENCO vienne avec des preuves dont elle faisait autant allusion. Mais l'invitation a été lancée, la SENCO a brillé par son absence, alors la République devait être bloquée parce qu'il y a une frange des gens qui ne veulent pas d'une candidature. Vous avez d'ailleurs suivi toutes les révélations de ceux qui étaient là dans la salle. Mais de quoi on parle finalement? Ou soit à quoi joue la SENCO? La SENCO a demandé de rencontrer le chef de l'État qui a boudé pratiquement. Pourquoi faire? Pourquoi le président de la République? Pourquoi mettre le président de la République entre le marteau et l'enclume?
Parce qu'il y a 6 confessions religieuses qui représentent la majorité absolue des membres qui ont porté un candidat, qui sont là. Alors, il y a également la SENCO qui voulait rencontrer les présidents. Et si les 6 confessions religieuses disent également qu'ils veulent rencontrer les présidents. Alors, où les présidents devraient répondre à qui favorablement? Donc, moi, je pense que le président a joué à la sagesse en refusant de recevoir non seulement l'équipe, les G2, mais également les G6. Et ça ne veut pas dire que Félix Tshisekedi est un peu téméraire? Non, non, non. Ça, c'est aller un peu plus loin. Il devrait se décider et je pense qu'il s'est décidé. Il n'était pas obligé, mais il a même donné des explications un peu plus précises par rapport à la décision qu'il a prise. Téméraire parce qu'il y a Moïse Katumbi qui lui avait adressé une lettre qui a montré un tout petit peu sa réticence à voir le chef de l'État investir Denis Kadima. Mais maintenant, ces choses faites, est-ce que les FP s'attendent peut-être au départ de Moïse Katumbi ou peut-être il y aura un petit dialogue où Moïse Katumbi reviendra à la table de discussion pour avancer avec le chef de l'État? Bon, moi je vous dirais que les gesticulations de M. Moïse Katumbi et ses acolytes ont commencé depuis longtemps. Moïse Katumbi, vous vous rappellerez que Moïse Katumbi à l'époque, lorsque un Congolais ou un groupe de Congolais ont réfléchi et ont porté leurs réflexions au niveau de l'Assemblée nationale, je parle là de la loi sur la nationalité portée par Noël Tiani, et Moïse Katumbi avait donné des ordres à l'Assemblée nationale pour dire que si vous alignez cette proposition de loi, ne fût-ce que pour débattre, je quitterai l'union sacrée. Et je vois que, bon, il a été satisfait, la proposition de loi n'a pas été alignée, et Moïse Katumbi a pris le goût de se comporter de cette manière-là, et cette fois-là, il écrit une lettre. Avant même que la lettre ne parvienne au président de la République, la lettre était déjà sur les réseaux sociaux. Alors, le président de la République devrait tout le temps continuer à céder aux caprices presque d'une femme divorcée. Je fais allusion à l'honorable Steve Mikaï qui en a tweeté. Donc, il devrait continuer à répondre toujours aux caprices de cette femme-là qui déjà a divorcé, mais veut montrer à l'image, montrer à tout le monde qu'elle est encore là et elle cherche à avoir raison ou recevoir également la sympathie de l'opinion. Moi, je pense que Moïse Katumbi était parti depuis longtemps, comme l'a dit l'honorable Steve Mikaï, et il n'est resté que la formalisation de son départ. Il est jusqu'à preuve du contraire, il est encore là. Bon, si partir ou ne pas partir, c'est son problème, mais l'Union sacrée garderait toujours sa majorité. Alors, en vous entendant parler, on dirait que prendre cette décision était une chose facile pour le chef de l'État, et pourtant, on l'a vu devant la population s'adresser dans un discours d'à peu près 4 à 5 minutes. Pourquoi cette justification quand on sait que c'est lui qui s'accuse un tout petit peu? Le chef de l'État ne s'est pas justifié, mais le chef de l'État a tenu à expliquer aux Congolais, parce qu'il est le fruit de ces Congolais qui les ont portés. Alors, il a tenu à leur expliquer et puis démontrer même la quintessence de la décision qu'il prenait. Donc, il a d'ailleurs, tout le temps, il ne cesse de le dire qu'il n'y a aucune alliance qui pourrait lui rendre esclave pour ne pas répondre aux desiderata du peuple congolais. Donc le président a tenu tout simplement, selon mes analyses, à expliquer aux Congolais et il a pris sa décision en âme et conscience. Vous dites qu'il n'y a aucune alliance qui peut rendre esclave le chef de l'État au point qu'il ne soit pas en mesure de répondre aux desiderata de la population. Comment expliquer alors que maintenant toutes les réformes sociales qui se font, mises en place par le chef de l'État, sont faites au détriment de cette même population? Là, je parle du cas de la taxe RAM, on en parlera rapidement avant de basculer à la question de la gratuité de l'enseignement qui, elle également, a du mal à prendre. Bon, par rapport à la taxe ou rémunération ou quoi que ce soit, RAM,
Je pense que d'autant plus que la question a été prise en délibéré au niveau de l'Assemblée nationale et il y a eu, le bureau de l'Assemblée nationale a saisi officiellement le gouvernement pour que des mesures idoines soient prises. Je pense que je me réserverai un peu de m'expliquer sur cette question. Quelles sont ces mesures? On s'attendait à ce que l'on puisse supprimer cette taxe. Malheureusement, cette taxe n'est retirée que sur quelques opérateurs, notamment les téléphones de la deuxième génération, alors que ceux de la troisième génération vont se voir être ponctionnés du crédit. C'est toujours ça, des réformes au détriment de la population. Bon, pas des vraies réformes jusque-là. L'Assemblée nationale a saisi les gouvernements parce que la taxe ou rémunération RAM, c'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres. Gérée par le président de la République. Ça a été prise, non, c'est le gouvernement qui gère au quotidien. Donc oui. C'est une question qui a été, une décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres. Donc si cette question où cette taxe ou rémunération doit être élaguée, c'est également au niveau de ces conseils des ministres que l'autre réforme saluée par la population, également saluée par l'Église catholique qui apparemment est en guerre avec le gouvernement, c'est la mise en place de la gratuité de l'enseignement. Depuis 2 ans aujourd'hui, on attend à ce que le chose puisse fonctionner de ce côté-là, mais malheureusement, il y a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, l'Église catholique l'a dit dans une circulaire justement que le gouvernement est en train de banaliser le déclin du système éducatif. Il y a également le ministre qui politise tout, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants plutôt, et qui intimide et menace tout le monde. C'est toujours ça, les réformes au détriment de la population. Bon, vous êtes jeune, oui. C'est votre opinion et je la respecte, mais moi je vous dirais tout simplement que pour la première fois depuis que notre constitution qui date de 2006 a été promulguée et mise et promulguée plutôt, ouais. C'est pour la première fois qu'un homme d'État, qu'un président de la République puisse au moins dire « je veux commencer, je veux essayer, je veux mettre, débuter au moins cette disposition, mettre au moins en musique cette disposition constitutionnelle ». Alors, comme on sait, tout début de la chose a toujours posé problème. Alors, c'est pas au sommet de l'État qu'on va évoluer avec essais et erreurs. Non, c'est un début. C'est un début. On doit tout accepter, tout excuser. C'est un début. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème lié à la gratuité de l'enseignement, je pense que dans 5 ans, 10 ans, on n'en parlerait plus. Parce qu'il y aurait des améliorations au fur et à mesure. On aura une génération qui n'aura pas bénéficié des vrais cours, qui n'aura pas étudié, qui n'étudiera sans manuel, sans vrai enseignant non payé, qui étudiera avec irrégularité. C'est pas un désastre qu'on offre à la génération future. Cher Gaëtan, le problème n'est pas l'enseignement, le problème n'est pas autre chose, ou toutes les négativités possibles que les gens pourraient penser, mais le vrai problème réside aux intérêts des gens cachés derrière, ou soit les intérêts des gens qui, lorsque les parents souffraient pour payer les frais, et ils en tiraient des profits. C'est ça le vrai problème. Tous ceux qui paieront en longueur de journée, aujourd'hui, ils voient que leurs intérêts sont menacés, raison pour laquelle ils n'auront pas un autre discours si ce n'est que de diaboliser cette gratuité. C'est une mesure salutaire, même les morts sont contents pour ça. Vous avez vu les morts? Nous sommes panafricanistes. Ça veut dire que vous parlez aux morts. Nous sommes panafricanistes. Cédric Ayaka, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, comme ça, on a analysé tous les sujets d'actualité politique de l'heure. On s'attend à voir ce qui va se passer demain. Est-ce que le pays va entrer dans le chaos, comme l'a dit certains membres du FCC? Est-ce qu'il y aura une grande division au sein de l'Union sacrée de la nation? Peut-être on va se ressaisir pour enfin voir demain de manière commune pour qu'on ait des élections libres, transparentes et apaisées. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes communicateur du FP23 et du Parti travailliste. Je vous remercie. Je serai toujours disponible à tout moment que vous le désirez. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous également, madame, monsieur, de votre fidélité chaque fois renouvelée à Télé 50. On se retrouve au prochain numéro.